Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Les bombardements sionistes continuent à Gaza. Des enfants sont tués tous les jours. Parmi eux, la jeune influenceuse très engagée Yaqin Hamed. Elle représente aujourd'hui toute une génération que l'entité sioniste efface. Nous parlerons par la suite de soldats marocains intégrés dans les unités sionistes. L'on parle de trahison et de complicité dans des crimes de guerre. À Buenos Aires, d'autres voix s'élèvent. Des journalistes se sont réunis en soutien au peuple sahraoui pour ses droits et son indépendance. Et puis cette nouvelle flambée de tensions dans les relations algéro-françaises. Paris envisagerait de geler les avoirs et biens immobiliers en France de plusieurs hauts responsables algériens. Une information relayée par l'Express, une escalade qui fragilise un dialogue déjà miné. Pas de distraction pour les élèves qui passeront le BEM. Un collège en transforme ses salles de classe en camp de révision fermé. Tout est assuré sur place pour réviser et corriger les failles de chacun. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui au Caire pour prendre part à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite de voisinage sur la Libye, prévue demain samedi. La réunion a pour objectif de réactiver ce mécanisme consultatif trilatéral qui ne s'est pas réuni depuis 2019. Elle sera l'occasion d'échanger les vues sur les moyens et les perspectives d'unifier les efforts des trois pays voisins de la Libye pour contribuer à mettre fin à la division entre les frères libyens et à trouver un règlement définitif à la crise libyenne, à préserver la souveraineté de l'État frère de Libye, à préserver l'unité de son peuple et de son territoire et à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Une délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria, qui effectue depuis lundi passé, s'est rendue aujourd'hui à Oran, où elle a visité plusieurs points dans le complexe gazier d'Arzeu. Sur place, la délégation nigériane a pu découvrir les énormes potentialités dont dispose l'Algérie et a exprimé son intention de réaliser une coopération économique étroite à travers le parachèvement du gazoduc liant le Nigeria, l'Algérie et l'Europe. Une visite sur laquelle nous reviendrons plus en détail lors de nos prochaines éditions de l'information. L'entreprise nationale des travaux au Puy, filiale du groupe Sonatrach, a obtenu le prestigieux prix du choix de la qualité 2025 décerné par la Société européenne spécialisée dans la recherche sur la qualité. C'est là le deuxième prix consécutif décerné par la même organisation européenne basée en Suisse, après le prix du meilleur leadership en qualité l'an dernier dans le domaine de la qualité et du leadership. Le prix a été remis au PDG de l'ENTP, Abdiraffour Khaleb, lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée hier soir à Stockholm, en présence des cadres dirigeants de cette entreprise et de l'ambassadeur d'Algérie en Suède. Il s'agit là d'une reconnaissance des entreprises qui ont l'éthique et les initiatives qui démontrent un exceptionnel succès dans la gestion de la qualité et qui aussi maximisent le potentiel de leurs services, notamment grâce à des pratiques orientées vers la qualité. Je vous en parlais en titre à Gaza, le génocide se poursuit, les bombardements sionistes s'intensifient avec un bilan encore plus lourd. Les enfants continuent de mourir et parmi les dernières victimes, Yaqin Hamed, une jeune influenceuse très suivie sur les réseaux sociaux pour ses vidéos montrant le quotidien soutenable et son engagement humanitaire. Ce n'est pas la première enfant tuée, elle ne sera malheureusement pas la dernière. Le nombre de jeunes victimes augmente de jour en jour et avec lui l'ampleur du drame humain que vivent les Gazaouis aujourd'hui. Yamina Saïdi. أنا يقين أكمل مشوار الإعمار بعد المستشار. تابعوني هنا على الحساب الجديد بإذن الله غزة هنعمرها. Elle s'appelait Yaqin Hamed, la plus jeune influenceuse de Gaza. À seulement 12 ans, elle consacrait son temps au travail humanitaire et au journalisme. Toujours le sourire aux lèvres, elle filmait son quotidien, ses jeux, ses rêves, entre deux coupures d'électricité et les frappes aériennes sionistes. Son dernier message, une vidéo où elle sourit. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé sans vie sous les décombres. La veille,
Elle souriait face à la caméra, les yeux remplis d'espoir. Et le lendemain, elle devient une victime de plus, comme des milliers d'enfants avant elle. Des enfants comme Yaqin, il y en a des milliers littéralement. Selon le ministère de la Santé palestinien, plus de 14 500 enfants ont été tués depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. Des corps sortis par dizaines des ruines d'écoles, d'abris, de maisons, des enfants déchiquetés, brûlés, étouffés sous les décombres. Des enfants ciblés au quotidien et personne n'est là pour les protéger. Dans les hôpitaux, les soignants sont à bout de moyens. Il n'y a plus de morphine, plus de matériel, ni de médicaments. Des enfants sont amputés à vif, faute d'anesthésie. D'autres restent allongés, sans soins, car il est devenu impossible de les prendre en charge. Face à l'urgence, les équipes médicales improvisent comme elles le peuvent. Dans des conditions extrêmes, et chaque jour, il faut décider dans l'urgence qui peut encore être sauvé. Le nombre de victimes augmente, les corps s'accumulent et les morgues n'ont plus de place. Les familles n'ont même plus le temps de faire leur deuil. Pendant que la machine de guerre sioniste écrase tout sur son passage, les Palestiniens creusent. Ils pleurent, ils enterrent et ils recommencent. Ce ne sont plus des dégâts collatéraux, ce sont tout simplement des crimes prémédités, perpétrés contre des enfants innocents. Des enfants tués méthodiquement par des frappes ciblées, et pendant que les chanceliers débattent, Gaza enterre ses enfants en silence. La question n'est plus combien sont morts, mais combien en reste-t-il à tuer? Et puis cette affaire qui suscite l'indignation. Plusieurs sources accusent le Maroc de collaboration militaire active avec l'entité sioniste. Des rapports font état d'exercices conjoints de formation aux techniques de guerre et même de la participation de soldats marocains aux côtés des forces d'occupation sionistes à Gaza. Une implication dénoncée par des voix marocaines et palestiniennes qui parlent de trahison et de complicité dans des crimes de guerre. Ismaël Sultan et Badé Amrani. Alors que les Palestiniens tombent en martyrs chaque jour sous les bombardements à Rafah, Jabalia et Shujaiya, que les corps des enfants et des femmes sont carbonisés, des rapports évoquent une coopération militaire entre l'entité sioniste et le Makhzen. Ce dernier ouvre son territoire à l'armée sioniste. Il s'agit là d'une normalisation militaire qui dépasse largement le cadre diplomatique, puisqu'ils entraînent même des civils marocains pour combattre aux côtés de l'armée sioniste dans des zones sensibles comme Gaza. Ces échanges théoriques et pratiques sont menés dans le cadre d'exercices conjoints et de techniques de guerre comme l'usage des tunnels, objectif permettre aux militaires marocains de s'aguerrir aux techniques de guerre urbaine. Ils sont en train de tuer nos frères, c'est des assassins. Ils constituent un danger pour les Palestiniens et les musulmans. Il n'y a pas de guerre menée dans le monde sans qu'il n'y ait une main sioniste derrière. Le Makhzen est allé encore plus loin puisqu'il a mobilisé des soldats dans des milices pour combattre dans les rangs des forces d'occupation et participer ainsi dans les crimes génocidaires à Gaza. Les images diffusées par des médias de l'occupant depuis le territoire marocain ont entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et ont fait le tour des médias arabes et étrangers. Ce scandale militaire a été qualifié par des militants marocains et même palestiniens de haute trahison envers l'humanité. Pendant que Rabat s'enlise dans ses alliances militaires contestées, le soutien au peuple sahraoui s'organise à l'international. À Buenos Aires, des journalistes venus d'Amérique latine, d'Europe et d'Afrique prennent la parole pour défendre le droit à l'autodétermination.
Ateliers, conférences, échanges de stratégies, tous s'accordent à dénoncer les campagnes de désinformation menées par les relais du Marzen durant une rencontre qui se tient dans la capitale argentine. L'Algérie a de son côté réaffirmé son engagement aux côtés du peuple sahraoui. Rina Louhari. Les travaux de la deuxième session de la conférence de la Fédération internationale des journalistes solidaires avec la cause sahraoui se poursuivent à Buenos Aires. Au programme, séminaires, ateliers et échanges d'expériences autour de stratégies médiatiques à adopter afin de donner plus de visibilité à la lutte du peuple sahraoui et contre les fake news véhiculées par la presse du Marzen. À l'occasion, l'Algérie a renouvelé son engagement ferme en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous réaffirmons avec force la position constante de l'Algérie, qui est fidèle à ses principes, reste indéfectiblement aux côtés du peuple sahraoui et continue de plaider dans toutes les enceintes régionales et internationales pour le respect du droit inaliénable de ce peuple frère à l'autodétermination. Depuis des décennies, le peuple sahraoui endure les affres d'un colonialisme brutal. Il est plus que jamais temps de lui permettre de recouvrer pleinement sa souveraineté sur son territoire, de jouir de ses ressources en toute liberté et de bâtir son avenir dans la dignité et l'indépendance. Des journalistes de plusieurs pays d'Amérique latine, d'Europe et du Sahara occidental prennent part aux travaux avec pour objectif faire avancer les recommandations de la première édition et renforcer la mobilisation médiatique autour de la cause sahraoui. Les médias jouent un rôle central dans la défense des causes justes concernant la question sahraoui. Il est impératif que tous les médias nationaux et internationaux soient informés sur la situation sur le terrain afin de relayer la réalité vécue par le peuple sahraoui et lever le voile sur les violations des droits humains. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, les reportages télévisés, les articles de presse ou les émissions radio, chaque canal de communication peut contribuer à sensibiliser l'opinion publique mondiale. Cette conférence s'impose comme une étape clé dans l'unification des efforts médiatiques internationaux en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans un contexte marqué par la persistance des violations dans les territoires occupés et l'impunité dont continuent de bénéficier les responsables du Marzen en dépit des graves atteintes aux droits humains et en contradiction flagrante avec le droit international. Nouvelle secousse dans les relations entre Alger et Paris. Une information relayée par l'Express évoque une possible décision de l'Elysée, à savoir geler les avoirs et les biens immobiliers en France de plusieurs hauts responsables algériens. Une mesure qui, si elle se confirmait, risque de raviver les crispations diplomatiques déjà bien installées. En Algérie, on parle d'une manœuvre politique hasardeuse, une provocation de plus. Rina Louhari. Sans donner le moindre signe de ressaisissement qui est pourtant de mise, les officines françaises poursuivent la gestion des relations algéro-françaises par des fuites organisées de manière bien malhabile. Cette fois, c'était au tour de l'Express de faire état d'une décision française qui serait en préparation visant à geler les avoirs d'officiels algériens en réponse au refus d'Alger de reprendre ses ressortissants frappés de l'obligation de quitter le territoire français. Il est également question, selon cette fuite, de geler le patrimoine d'officiels algériens en France par une interdiction d'accès à leurs propriétés ou à d'autres biens. La gestion par la France de sa relation avec l'Algérie n'est jamais descendue aussi bas. Elle n'a jamais tutoyé autant d'amateurisme et n'a jamais atteint ses sommets dans le manque de sérieux. Encore une fois, tout cela porte la marque distinctive de responsables français qui n'ont que l'Algérie pour viatique politique. Les relations algéro-françaises, c'est un peu, reflète un peu pour reprendre une expression du président de la République, reflète un peu le capharnaüm politique qui règne en France. On ne sait plus qui dirige, on ne sait plus qui fait quoi, on ne sait plus qui prend les décisions. Oui, à mon avis, c'est une énième tentative d'essayer de faire pression sur l'Algérie. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a semble-t-il obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire non seulement plonger les relations algéro-françaises dans une crise, mais en même temps engager un rapport de force avec l'Algérie. Et donc,
Je pense que cette fuite dans la presse française et singulièrement dans le journal L'Express participe justement de ce rapport de force qu'une partie de la classe politique française veut engager avec l'Algérie. Ce qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que la France n'a aucun moyen de coercition, c'est-à-dire en direction de l'Algérie, et se refuse à essayer de renouer le dialogue pour régler des questions la question des OQTF, c'est des questions techniques, oui. Chaque pays a sa propre perception de la question. La position algérienne, elle est connue. Nous attachons à ce que nos ressortissants aient épuisé tous les recours possibles. En cette affaire, l'Algérie, son peuple, son gouvernement et toutes ses institutions confondues leur disent chiche, passer à l'acte. Les auteurs véritables de ces menaces, qui ne peuvent provoquer de la part de l'Algérie que du mépris et de l'indifférence, devraient savoir à quoi s'en tenir en l'espèce. Ils ne s'adressent pas à l'Algérie réelle, mais à une Algérie fantasmée. Cette Algérie qu'ils n'arrivent à décrire que par des vocables tels que régime, pouvoir, dignitaire ou nomenclatura. J'observe qu'il y a un deux poids, deux mesures manifestes, flagrants de la partie française. À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères françaises, M. Barrot, appelle à des relations, affirme que la France tient à ses relations avec l'Algérie, et on observe toute une phraséologie qui dit strictement le contraire. Lorsqu'on parle d'un pays étranger qu'on qualifie de nomenclatura, en fait, en parlant du gouvernement algérien, des autorités algériennes, on est dans la caricature, on est dans la diabolisation, et on est aussi dans tout ce qui ne ressemble pas à une volonté d'apaisement, une volonté de travailler à aller au-delà des différends. Cette Algérie-là n'existe que dans leur délire et leur déraison. L'Algérie réelle, et non pas l'Algérie qui alimente leurs fantasmes, est tout autre. L'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre de biens mal acquis sans l'obtenir. C'est elle qui a saisi la justice française de 51 commissions rogatoires sans obtenir une seule réponse. C'est celle qui a sollicité l'extradition d'individus convaincus de vol, de dilapidation et de détournement de fonds publics ainsi que de corruption sans obtenir satisfaction. Alors effectivement, il y a un deuxième aussi, deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'il y a des conventions et une entraide dans le domaine judiciaire entre Alger et Paris, des accords qui ne sont pas visiblement respectés par la partie française, qui ne collabore pas. Il y a eu, comme vous l'avez bien cité, plus d'une cinquantaine de commissions rogatoires pour aussi appliquer cette entraide finalement et cette coopération judiciaire en extradant des gens qui sont condamnés par la justice algérienne. Ils sont protégés finalement par la France. Oui, et par une justice souveraine qui a condamné des voyous en col blanc mais autres aussi, et la France refuse de les extrader, et ça constitue somme toute un deux poids deux mesures et une volonté de non-coopération. Par de tels manquements, les autorités françaises concernées se désignent elles-mêmes comme complices de toutes ces pratiques et comportements hors la loi. S'il s'agit de nettoyer les écuries d'Augias, que la France commence par celle-ci. Elle y gagnerait en crédibilité et en sérieux, car pour l'heure, c'est dont elle a le plus besoin. Le salon Cipsa Filaha a refermé ses portes hier après plusieurs jours d'échanges intensifs à Alger. Véritable plateforme de partenariat. L'événement a permis à de nombreux opérateurs nationaux et internationaux de multiplier les contacts et de poser les bases de futures collaborations. La clôture a été notamment marquée par la signature de plusieurs accords dans plusieurs domaines, ce qui a confirmé une fois de plus l'attractivité du marché algérien pour les investissements durables. Yasmine Saoudi. Constituant une véritable opportunité pour les différents acteurs présents pour concrétiser des accords et pour nouer des partenariats solides, le salon Cipsa Filaha vient renforcer la coopération entre opérateurs nationaux et internationaux, notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire.
Notre présence en Algérie ne peut être que bénéfique pour nous. Nous avons longtemps discuté avec les pouvoirs publics. L'investissement en Algérie est vivement encouragé. Nous avons trouvé des partenaires qui nous ont fait confiance. Dès le lancement de notre projet, il y a quelques années, nous avons construit la plus grande ferme pilote en Algérie. Je pense que l'Algérie offre de nombreuses opportunités. Nous souhaitons y lancer notre projet qui consiste à offrir divers services aux agriculteurs. Les réformes engagées par l'Algérie ont permis de créer un environnement plus favorable à l'investissement et à la production, contribuant ainsi à dynamiser le secteur. Nous avons adopté l'une des technologies les plus avancées au monde pour l'irrigation, basée sur la technique de l'impulsion électromagnétique pénétrante. Nous projetons de développer notre produit davantage. Nous sommes spécialisés dans la production d'aliments de bétail. Et comme ce type d'activité implique également des équipements complémentaires, comme des cages pour volailles et d'autres installations, nous collaborons avec des entreprises chinoises implantées en Algérie. Au regard de ces indicateurs prometteurs qui ouvrent de réelles perspectives aux porteurs de projets, aux investisseurs et aux spécialistes, l'Algérie se positionne aujourd'hui comme une terre d'opportunités, prête à accueillir l'investissement, l'innovation et le développement. C'est une première à Béchar. Un collège transforme ses salles de classe en camp de révision fermé à l'approche du BEM. Durant une semaine complète, les élèves ne rentrent pas chez eux. Hébergement, repas et encadrement, tout est assuré sur place. Il s'agit en fait d'offrir un environnement stable pour réviser et corriger les failles de chacun. Un reportage de Diawida Babahmed. À la veille de l'examen du brevet d'enseignement moyen, une initiative sans précédent voit le jour. Des élèves s'engagent à passer 7 jours entiers au sein de leur collège, sans en sortir. Ce camp de soutien pédagogique et psychologique est une première qui mérite l'attention. Notre but à travers l'organisation de ce camp, c'est de préparer l'élève du BEM d'une manière très amusante et unique. Ce que nous avons remarqué lors de notre visite à ce camp, c'est que la restauration et l'hébergement ont été soigneusement pensés. Encadrés par une équipe éducative engagée, les élèves ont transformé cette semaine en un moment de rigueur et de concentration. Déterminés à tirer le meilleur parti du programme du camp, tant sur le plan scientifique que psychologique. Tous les moyens nécessaires pour une bonne préparation à l'examen se trouvent ici. Inch'Allah, on serait premier au niveau local. C'est une première dans la wilaya de Béchar. Nous sommes très contents de cette initiative. Il s'agit d'une révision complète des leçons. Après que l'élève a tout appris par cœur chez lui, ici, il pratique ce qu'il a révisé. S'il a des questions ou des failles, il les traite avec le prof. Cette démarche novatrice a rencontré une forte adhésion des parents, qui y ont vu une preuve concrète de l'engagement envers la réussite de leurs enfants. Je suis représentant des parents et j'ai la confiance totale à cette initiative. Un camp pour réviser et se bien préparer aux examens, un modèle inspirant, porteur d'espoir, prouve qu'avec volonté, accompagnement et innovation, l'école peut devenir un véritable tremplin vers l'excellence. Terminons avec ce bel hommage à une figure de l'art algérien contemporain. Un long métrage consacré à Rachid Quraichi vient d'être projeté dans plusieurs villes du pays. Tourné entre Djanet et Tamanrasset, il revient sur le parcours d'un artiste au langage universel, porté par la spiritualité, la mémoire et un attachement viscéral à l'Algérie. Fri El-Chir. Et de chaque côté, on a 3 et 3, c'est les 3 religions monothéistes. Rachid Quraichi, figure emblématique de l'art contemporain, est considéré comme l'un des artistes algériens les plus reconnus à l'international. Son œuvre, empreinte de symboles, de calligraphie, de spiritualité soufie et de mémoire ancestrale, voyage entre les époques et les continents.
Tu manques même à mon ombre, un film documentaire réalisé par Laurent Bouillard et consacré à Rachid Koraïchi. Tourné entre Janet et Tamanrasset, il suit l'artiste dans le paysage grandiose du Tassili, à la rencontre de ses sources d'inspiration les plus profondes et de son attachement profond à l'Algérie. Cette œuvre-là que vous avez vue aujourd'hui, pour le regard sur moi, pour le regard sur l'Algérie, elle appartient à 3 Guggenheim. Donc c'est une œuvre immense. Ils vont bientôt ouvrir le nouveau Guggenheim et ils tiennent à ce que je vienne la monter pour l'inauguration et à l'entrée du Guggenheim. L'importance que ça a, ça a la vraie présence. C'est le don et le partage. Et mon grand-père disait toujours, ce qui n'est pas offert est perdu. Rachid Koraïchi est un ami d'enfance. Nous étions au lycée ensemble. Il a eu un parcours extraordinaire en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant qu'humaniste. Et la présentation qu'il a faite de son film nous a plongé dans un univers féerique. Et ça lui ressemble beaucoup. Ça ressemble à l'homme. Ça ressemble à tout ce qu'il a fait, hein, et à son écriture aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la consécration de son œuvre avec ce documentaire sur son œuvre, sur l'Algérie. Et surtout, ce documentaire nous fait dire que nous, les Algériens, on vit dans un pays magnifique, avec une belle religion, avec une belle culture, avec une humanité. Le débat organisé après la projection du film documentaire, Rachid Koraïchi a insisté sur l'importance de protéger notre pays. Ému de partager des moments forts avec d'autres artistes, il rappelle que l'art est aussi un moyen de transmission et d'engagement. Je suis très ému après la séance d'Ishmina. Et franchement, c'est un film très intéressant, très important et très pédagogique. C'est un film à montrer, à diffuser, à montrer dans les grandes écoles. Surtout que ça parle d'inspiration, ça parle de sujets de travail. On a un pays très riche en culture ancestrale. Ce n'est pas une culture d'hier, c'est une culture ancestrale. Le tassili, les signes, les symboles, l'artisanat, les poteries, la bienséance, les zaouïas, les marabouts, tout ça, c'est des sources d'inspiration pour les artistes. Et Rachid nous a vraiment montré comment prendre l'essentiel, comment être très spirituel, très plastique, prendre l'essentiel et montrer ça l'Alamiyya. Dans le silence du désert, l'art devient langage. Rachid Koraïchi, guidé par la lumière du Tassili, livre un message d'amour et de mémoire. À travers le documentaire, tu manques même à mon ombre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Puis je vous retrouve demain pour le journal de 19h.